Votre fille vient de vider tous vos comptes bancaires. Elle a dit que c'était pour une chirurgie d'urgence que vous alliez subir. J'ai simplement répondu au directeur de banque. Je vais bien. Elle a essayé de me voler. Mais ne vous inquiétez pas, les comptes n'avaient que 12 $. 3 heures plus tard, ma fille m'a appelé en pleurant. Mais ce n'était pas du remords. C'était de la terreur pure. Elle devait 120 000 € à des usuriers. Elle leur avait promis mon argent. Des hommes dangereux qui connaissaient son adresse, qui avaient des photos d'elle, qui lui donnaient 48 heures avant de l'abîmer définitivement. Ma fille, celle que j'ai mise au monde il y a 36 ans, celle que j'ai laissée grandir seule pendant que je me noyais dans mon travail après la mort de son père, celle qui me déteste depuis des années pour mon absence, celle qui vient d'essayer de me voler jusqu'au dernier centime. Elle me suppliait de la sauver. Et moi, avec mes 12 $ et ma retraite de 1 200 € par mois, je devais choisir, laisser ma propre fille se faire détruire par des criminels ou sacrifier le seul bien qui me restait, mon petit appartement du Vieux-Lyon, pour racheter une femme qui me méprisait. J'ai pris le premier train pour Paris, parce qu'une mère ne compte pas, une mère ne calcule pas, une mère donne, même quand l'autre a tout pris, même quand l'autre ne le mérite pas. Même quand elle sait qu'elle va tout perdre. J'ai hypothéqué mon appartement. J'ai négocié avec l'usurier face à face. J'ai accepté de payer 5 000 € par mois pendant 2 ans. 5 000 € que je n'avais pas, que je n'aurais jamais. Mais ce n'était que le début. Parce que sauver quelqu'un de ses dettes, ce n'est rien. Le vrai combat, c'était de la sauver d'elle-même. De cette addiction au jeu qui la dévorait. De cette haine qu'elle nourrissait contre moi depuis l'enfance, de ce vide qu'elle tentait de combler en misant toujours plus, en perdant toujours plus. Je me suis installée dans son studio misérable du 19e arrondissement parisien. J'ai dormi sur son canapé-lit. J'ai travaillé jour et nuit, cours de soutien scolaire, vente de mes bijoux de famille, sacrifice silencieux. Elle travaillait comme caissière, puis comme plongeuse le soir, jusqu'à l'épuisement total. Ensemble, nous avons remboursé, euro par euro, sueur par sueur, larme par larme. Mais l'usurier nous a trahis. Il a vendu notre dette à un fonds de recouvrement. Tout pouvait s'effondrer. Tout ce pourquoi nous avions lutté pendant 1 an. Et au milieu de ce chaos, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma fille et moi avons commencé à nous parler, vraiment, à nous regarder, à nous comprendre. Pour la première fois depuis la mort de son père, nous existions l'une pour l'autre, autrement que comme un reproche vivant. Elle m'a dit un soir, « Pourquoi tu fais tout ça pour moi, après ce que j'ai fait ?» Et j'ai compris que je ne le faisais pas seulement pour elle. Je le faisais pour moi, pour racheter toutes ces années d'absence, pour lui montrer ce que j'aurais dû lui montrer depuis le début, qu'elle comptait plus que tout, plus que mon travail, plus que mon confort, plus que ma vie. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, la dette est presque remboursée. Aurore n'a pas rejoué une seule fois. Elle a un vrai travail, une vraie vie, et nous avons une vraie relation. Mais le prix a été terrible. J'ai tout perdu. Mes économies, mes bijoux, ma tranquillité, presque mon appartement. Et pourtant, quand je regarde ma fille dans les yeux, je vois quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la gratitude, de l'amour, du respect. Ces 12 $ qui restaient main sur mon compte étaient censés être une insulte, une preuve de mon renoncement. Une stratégie pour lui montrer que l'argent ne pouvait pas acheter notre relation. Mais ils sont devenus un symbole. Le symbole de ce que nous sommes prêtes à sacrifier pour ceux qu'on aime. Le symbole de l'amour maternel le plus pur. Celui qui donne sans attendre de retour. Le symbole de cette vérité déchirante. Parfois, pour sauver quelqu'un, il faut accepter de tout perdre. Ma fille m'a volé. Et en la sauvant, j'ai tout retrouvé. Le téléphone a sonné à 9h23, exactement. Je m'en souviens parce que je venais de retirer mes lunettes pour les nettoyer. Et que l'horloge murale de la cuisine, celle avec le cadran en céramique que j'ai acheté aux puces de Saint-Ouen il y a 30 ans, indiquait précisément cette heure. Le soleil d'automne filtrait à travers les volets entr'ouverts de mon appartement, rue Mercière, dessinant des traits dorés sur le parquet ciré.
J'ai décroché en pensant que c'était peut-être Madame Blanchard, ma voisine du 2e, qui me proposait encore de partager son pot-au-feu du dimanche. « Madame Marchand ?» La voix était tendue, essoufflée presque. « Monsieur Lebrun, le directeur de la Banque Populaire, où je garde mes comptes depuis 42 ans. Un homme méticuleux, toujours tiré à 4 épingles, qui me salue chaque fois que je passe retirer ma maigre retraite. C'est moi, Monsieur Lebrun. Que puis-je faire pour vous ?» Un silence. Puis cette phrase qui aurait dû me glacer le sang. « Votre fille est venue ce matin, avec une procuration notariée. Elle a dit que vous alliez subir une chirurgie d'urgence, quelque chose au cœur, et qu'elle devait régler immédiatement les frais hospitaliers. Elle a vidé tous vos comptes, Madame Marchand. Tous. » J'ai posé ma main sur le rebord de la fenêtre. Mes doigts ont trouvé le bois tiède, familier. Dehors, un couple de touristes consultait un plan, perdu entre les traboules et les façades Renaissance. Une mouette criaillait au-dessus des toits d'ardoise, inconsciente du petit drame qui se jouait dans mon appartement exigu. J'ai respiré lentement, comme on m'a appris lors de ces cours de relaxation que je suivais après le décès de mon mari. Une inspiration, 2, 3. « Je vais très bien, Monsieur Lebrun. » Ma voix était calme, presque amusée. « Ma fille a essayé de me voler. Mais ne vous inquiétez pas, les comptes n'avaient que 12 $, peut-être 13 avec les centimes. Je ne me souviens plus exactement. » Le silence qui a suivi était plus éloquent qu'un discours. Je l'imaginais, figé derrière son bureau en acajou, la cravate parfaitement nouée, les sourcils froncés au-dessus de ses lunettes en écaille. « Mais, Madame Marchand, vos économies, votre plan d'épargne retraite, le livret que vous aviez ouvert pour... Je les ai donnés il y a 6 mois, Monsieur Lebrun, à des associations, à d'anciens élèves en difficulté, à la paroisse aussi, pour les travaux de la crypte. Il ne me reste que ma retraite, versée chaque mois. Aurore ne le savait pas, personne ne le savait. J'ai raccroché doucement après l'avoir rassurée. Après avoir promis de passer dans l'après-midi pour régulariser la situation, porter plainte si nécessaire. Mais je savais que je ne porterais pas plainte. Pas contre ma propre fille, pas contre Aurore. Je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre. Ce vieux fauteuil Voltaire, retapissé 3 fois, dont le velours bordeaux s'est patiné sous mes années de lecture. Et j'ai laissé les souvenirs venir. Ils sont arrivés en vagues, comme ils le font toujours quand je pense à elle. Aurore est née un matin de mai 1989. Une naissance difficile, après 22 heures de travail. Quand l'infirmière me l'a posée sur la poitrine, j'ai vu ses petits poings serrés, sa bouche entr'ouverte dans un cri silencieux. Et j'ai su que cet enfant aurait du caractère. Mon mari, Philippe, était fou de joie. Lui qui venait d'une famille nombreuse et bruyante de Grenoble, il avait toujours rêvé d'être père. Moi, j'étais plus réservée. J'avais 32 ans. J'enseignais déjà depuis 8 ans au collège Victor Hugo de Villeurbanne. Et je n'étais pas certaine de savoir comment concilier ces 2 vies, celle de mère et celle de professeur. Les premières années ont été douces. Philippe travaillait dans une compagnie d'assurance, des horaires réguliers, un salaire correct. Nous habitions un appartement plus grand alors, dans le 6e arrondissement de Lyon, près du parc de la Tête d'Or. Aurore jouait dans les allées bordées de platanes, courait après les canards, s'émerveillait devant les serres tropicales. Elle était vive, intelligente, curieuse. Elle posait 1000 questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les fourmis marchent en ligne? Pourquoi grand-père a une moustache et pas papa? Mais j'étais souvent absente, pas physiquement. Je rentrais tous les soirs, je préparais les repas, je vérifiais les devoirs. Mais mentalement, j'étais ailleurs. Dans mes cours à préparer, mes copies à corriger, mes réunions pédagogiques. Philippe s'en occupait beaucoup. Trop, peut-être. Elle l'adorait. Ils avaient des rituels. Le samedi matin, crêpes au Nutella et dessins animés. Le dimanche après-midi, promenade au parc, glace à la pistache pour elle, café serré pour lui. Moi, je restais souvent à la maison, plongée dans mes livres, mes préparations. Quand Aurore a eu 7 ans, nous avons dû prendre une décision difficile. Mon père, veuf depuis 2 ans,
est tombé gravement malade. Un cancer du poumon, foudroyant. Il vivait seul à Lyon, dans le vieux Lyon justement, dans cet appartement rue Mercière, où j'habite aujourd'hui. Je devais m'occuper de lui, passer mes soirées à son chevet, gérer les rendez-vous médicaux, les traitements, l'agonie lente. Philippe ne pouvait pas tout faire seul avec Aurore. Nous avons engagé Madame Rocher, une gouvernante recommandée par des collègues. Une femme sèche, efficace, sans tendresse particulière. Aurore a changé. Elle est devenue plus silencieuse, plus renfermée. Elle ne me racontait plus ses journées. Quand je rentrais tard, elle était déjà couchée. Quand je partais tôt, elle dormait encore. Nous nous croisions comme des locataires d'un même immeuble. Philippe essayait de compenser, mais il était fatigué lui aussi. Le travail, les trajets, la vie qui file. Mon père est mort en février 1998. Aurore avait 9 ans. 2 mois plus tard, Philippe s'est effondré dans le parking de son entreprise. Infarctus massif. Il n'a même pas eu le temps d'appeler les secours. On me l'a appris par téléphone, en plein cours de 4e. J'ai laissé mes élèves sous la surveillance d'une collègue et je me suis effondrée dans les toilettes du personnel. Je crois que j'ai crié, ou pleuré, ou les deux. Après l'enterrement, je me suis plongée dans le travail. C'était ma manière de survivre. Corriger des copies jusqu'à minuit, préparer des cours jusqu'à 2 heures du matin, organiser des sorties scolaires, des voyages en Italie, en Grèce. Je me suis portée volontaire pour tous les projets, toutes les commissions. Mes collègues admiraient mon courage. Mes supérieurs appréciaient ça, mon dévouement. Mais Aurore, elle, me perdait. À 12 ans, elle m'a demandé d'aller en pension. Je préfère, maman. Tu travailles tout le temps. Et puis là-bas, j'aurai des amis. J'ai accepté. Trop vite peut-être. J'ai choisi un établissement privé près de Grenoble, réputé, cher. Elle y est restée jusqu'au baccalauréat. Elle rentrait pour Noël, pour Pâques, pour les grandes vacances. Mais ce n'était plus ma fille. C'était une jeune femme polie, distante, qui me regardait comme on regarde une hôtesse de maison chez qui on séjourne par obligation. Elle a obtenu son bac avec mention bien. Elle voulait faire une école de commerce à Paris. Je l'ai inscrite. J'ai payé les frais, le studio dans le 15e arrondissement, les livres, les stages. Elle m'appelait 1 fois par mois, parfois moins. Nos conversations duraient 5 minutes. « Ça va ? » ?»« Oui. » « Et toi ? » ?»« Ça va. » »« Le travail ? » ?»« Ça va. » »« Les cours ? » ?»« Ça va. » »« Bisous, maman. » J'ai quitté l'enseignement à 62 ans. Départ anticipé pour raison de santé. Une fatigue chronique, des vertiges. Rien de grave mais suffisant pour justifier la retraite. J'ai quitté le grand appartement du 6e pour revenir ici, rue Mercière, dans l'appartement de mon père. C'est un lieu étroit, 3 pièces sous les toits. Mais il a du charme. Les poutres apparentes, les tommettes anciennes, la vue sur les toits et les clochers. Je me suis installée dans une vie simple. Mes journées ressemblent toutes. Lever à 7 heures, café au lait et tartines beurrées. Promenade jusqu'à la place Bellecour. Course au marché quai Saint-Antoine. Lecture l'après-midi. Télévision le soir. Coucher à 22 heures. Aurore est venue me voir 3 fois en 6 ans. La première fois, pour m'annoncer qu'elle travaillait dans une start-up prometteuse. La deuxième, pour me demander un prêt de 15 000 €. Un investissement urgent, disait-elle. Une opportunité unique. Je les lui ai donnés. Je n'ai jamais revu cet argent. La 3e fois, il y a 8 mois, pour me faire signer une procuration bancaire. Au cas où, maman, si jamais il t'arrive quelque chose, pour que je puisse gérer tes affaires. J'ai signé, parce qu'elle est ma fille, parce qu'on ne refuse rien à son enfant, même quand on sait qu'on devrait. Mais je ne suis pas stupide. Je savais qu'elle reviendrait. Pas pour me voir, pas pour prendre de mes nouvelles, pour l'argent. Alors, 6 mois plus tôt, j'ai vidé mes comptes, méthodiquement. J'ai fait des dons à plusieurs associations, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, l'Arche de Zoé. J'ai aidé d'anciens élèves en difficulté. Lucas, qui voulait reprendre ses études après un accident. Inès, qui avait besoin d'un coup de main pour payer son loyer après un licenciement. J'ai donné à la paroisse Saint-Jean-Baptiste pour les travaux de restauration.
J'ai même financé une bourse pour une jeune fille syrienne réfugiée, recommandée par le père Mathieu. Il ne me restait que ma retraite mensuelle. 1260 €. De quoi vivre modestement, payer mon loyer, mes charges, ma nourriture. De quoi continuer à exister sans déranger personne. Et maintenant, Aurore venait de découvrir qu'il n'y avait rien. 12 $. Une somme dérisoire, presque insultante. Le téléphone a sonné de nouveau à 14 heures. J'étais en train de préparer une tisane, verveine et camomille, ma combinaison préférée depuis des années, quand l'écran s'est illuminé. Aurore, mon cœur a fait un bond. Pas de peur, pas de colère, juste une sorte de résignation triste. J'ai décroché. Oui? Sa voix était méconnaissable, brisée, paniquée, entrecoupée de sanglots. Maman, il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Je suis en danger. J'ai fait une énorme erreur. Je me suis assise. J'ai fermé les yeux. Explique-moi. Entre 2 respirations saccadées, elle a tout déversé. Les dettes. 120 000 €. Le poker en ligne d'abord, puis les cercles privés. Les parties clandestines dans des caves de Montmartre, des arrière-salles de restaurants chics. Elle avait commencé par curiosité, pour impressionner des collègues, pour se sentir vivante. Puis, elle n'avait plus réussi à s'arrêter. Les gains spectaculaires suivis de pertes abyssales. Les mensonges à son employeur, les absences répétées, le licenciement discret, la descente. Elle devait de l'argent à des hommes dangereux, des usuriers, des types qui ne plaisantent pas. Elle leur avait promis de rembourser avant la fin du mois. Elle leur avait dit que sa mère possédait de l'argent, beaucoup d'argent, qu'elle pourrait récupérer. Elle avait menti. Et maintenant, ils la menaçaient. Ils avaient à son adresse, son numéro, des photos d'elle. Ils lui donnaient 48 heures. Maman, j'ai peur. J'ai tellement peur. Je ne sais plus quoi faire. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai ouvert les yeux. Par la fenêtre, le ciel commençait à se couvrir. Des nuages gris arrivaient de l'est, avalant le bleu pâle de l'après-midi. Une pluie fine se mettait à tomber, clapotant doucement contre les vitres. J'ai pensé à Philippe, à ce qu'il aurait fait, lui qui aimait Aurore plus que tout, qui la portait sur ses épaules, qui l'appelait « mon rayon de soleil ». J'ai pensé à toutes ces années perdues, à toutes ces conversations que nous n'avions pas eues, à tous ces repas que je n'avais pas partagés, à tous ces câlins que je n'avais pas donnés. Et j'ai pensé à ces 12 $, cette somme ridicule qui symbolisait tout. Mon renoncement, ma stratégie, mon refus de jouer le jeu qu'elle attendait de moi. « Aurore, écoute-moi bien. » Ma voix était ferme, posée. « Je ne peux pas te donner d'argent, je n'en ai pas. Mais je peux t'accompagner. Je prends le train demain matin. Envoie-moi ton adresse. Nous allons régler ça ensemble. » Un silence, puis sa voix, toute petite. « Pourquoi tu ferais ça? Après ce que je viens de faire ?» J'ai souri tristement. « Parce que je suis ta mère, Aurore, et qu'une mère ne compte pas. » J'ai raccroché avant qu'elle ne réponde. Avant que l'émotion ne me submerge, j'ai bu ma tisane lentement, en regardant la pluie tomber sur les toits du Vieux-Lyon. Et j'ai commencé à préparer mon sac pour Paris. Le lendemain allait être long. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir un vrai rôle à jouer. Pas celui d'une mère absente ou d'une vieille femme résignée. Celui d'une femme qui décide de se battre, non pas pour sauver sa fille, mais pour lui apprendre enfin ce que signifie être sauvée. Le TGV est parti de la gare de Lyon-Part-Dieu à 6h45. J'étais installée en 2e classe, près de la fenêtre, mon petit sac de voyage calé sur le porte-bagages au-dessus de moi. Autour, des voyageurs ensommeillés buvaient leur café dans des gobelets en carton, consultaient leur téléphone, fixaient le paysage qui défilait. Moi, je regardais sans voir. Les vignobles de Bourgogne, les champs encore verts malgré l'automne, les villages aux toits d'ardoise qui glissaient comme dans un rêve. Je n'avais presque pas dormi. Toute la nuit, j'avais tourné dans mon lit, repassant en boucle la conversation avec Aurore, sa voix brisée, sa peur, et cette phrase qu'elle avait prononcée « Pourquoi tu ferais ça ?» Comme si l'amour maternel devait être mérité, comme si j'avais le droit de choisir quand être mère et quand ne pas l'être,
À 8h20, le train est entré en gare de Paris-Gare de Lyon. Une marée humaine s'est déversée sur les quais. J'ai suivi le flot, serrant mon sac contre moi, évitant les regards pressés, les corps qui se frôlaient sans s'excuser. Paris m'a toujours intimidée. Cette ville immense, bruyante, indifférente. Lyon est à taille humaine. On se salue dans les rues. On connaît son boulanger, son boucher, son pharmacien. Ici, on est invisible. Aurore m'avait donné rendez-vous dans un café près de la gare, rue de Bercy, le café des voyageurs. Un nom banal pour un endroit banal. J'y suis entrée à 8h50. L'odeur du café et des viennoiseries chaudes m'a accueillie. Quelques hommes d'affaires lisaient Le Figaro en sirotant leur expresso. 2 étudiantes discutaient à voix basse, leurs ordinateurs ouverts devant elles. Aurore était assise au fond, près de la fenêtre. Je ne l'avais pas vue depuis 8 mois, mais j'ai eu l'impression de découvrir une étrangère. Elle avait maigri, terriblement. Ses pommettes saillaient sous sa peau pâle. Ses cheveux blonds, autrefois brillants et bien coiffés, étaient tirés en arrière, ternes, négligés. Elle portait un pull noir trop grand, un jean usé. Ses mains tremblaient légèrement autour de sa tasse de thé. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle s'est levée maladroitement, a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée, comme si elle ne savait pas si elle avait le droit de me toucher. J'ai ouvert mes bras, elle s'y est effondrée. Et là, au milieu de ce café parisien anonyme, ma fille a pleuré contre mon épaule, comme elle ne l'avait pas fait depuis ses 10 ans. « Pardon, maman. Pardon, pardon, pardon. » Elle répétait ce mot comme une prière, comme si elle pouvait effacer tout ce qui s'était passé. Je l'ai serrée contre moi. J'ai senti ses os sous le tissu. J'ai senti son désespoir. Et j'ai compris que ce qui allait suivre serait difficile. Pas simplement difficile, insurmontable peut-être. Nous nous sommes assises. J'ai commandé un café crème et un croissant. Aurore n'a pas touché à son thé. Elle me regardait avec des yeux de chien battu, attendant que je parle, que je la condamne, que je lui dise qu'elle avait tout gâché. « Raconte-moi tout depuis le début. » Ma voix était calme. Pas froide, pas chaleureuse non plus. Juste neutre, comme si nous parlions d'un sujet administratif. Elle a commencé hésitante, puis les mots se sont déversés. Tout a commencé il y a 3 ans. Elle travaillait dans une start-up spécialisée dans le marketing digital. Un environnement compétitif, stressant. Des collègues brillants, ambitieux. Elle se sentait dépassée, invisible. Alors elle s'était mise à jouer au poker en ligne. Pour décompresser, disait-elle. Pour sentir une montée d'adrénaline. Pour avoir l'impression de contrôler quelque chose. Au début, elle gagnait 50 €, 100 €, parfois 200. Elle se sentait invincible. Puis, elle a commencé à perdre. D'abord un peu, puis beaucoup. Elle se disait qu'elle allait se refaire, que la chance tournerait. Elle a augmenté les mises. Elle a puisé dans ses économies, puis dans son salaire. Puis elle a contracté un crédit à la consommation. Quand la banque a refusé de lui prêter davantage, elle a cherché ailleurs. Un collègue lui a parlé de cercles de poker privés, des parties organisées dans des appartements cossus, des hôtels particuliers, des arrière-salles de restaurants, des enjeux plus élevés, des joueurs professionnels. Elle y est allée 1 fois, puis 2, puis chaque semaine. Je ne pouvais plus m'arrêter, maman. Même quand je perdais, je voulais rejouer. C'était comme une obsession. Chaque fois que je voyais des cartes, j'avais l'impression que cette fois serait la bonne, que j'allais tout récupérer. Elle avait perdu son emploi il y a 6 mois. Trop d'absences, trop d'erreurs. Un licenciement à l'amiable. Elle n'avait rien dit à personne. Elle faisait semblant de partir travailler chaque matin. Elle passait ses journées dans des bibliothèques, des cafés, des jardins publics. Le soir, elle allait jouer. Et puis, elle avait rencontré Karim. Karim était un organisateur. Il connaissait tous les cercles de jeux parisiens. Il prêtait de l'argent aux joueurs en difficulté. Avec intérêt, évidemment. Des intérêts exorbitants. Aurore lui devait maintenant 60 000 €. À cela s'ajoutaient les dettes contractées auprès d'autres usuriers, d'autres joueurs. Au total, 120 000 €. Karim n'est pas quelqu'un de patient, maman.
Il m'a dit que si je ne remboursais pas avant la fin du mois, Elle a baissé les yeux. Il ne m'a pas menacée directement, mais il a dit qu'il savait où j'habitais, qu'il avait des photos de moi, qu'il serait dommage que mon visage soit abîmé. Mon sang s'est glacé. Pas de peur pour moi, de peur pour elle. Cette petite fille que j'avais mise au monde, que j'avais vue grandir, rire, pleurer. Cette femme devant moi, brisée, terrifiée. Donne-moi son numéro. Aurore a secoué la tête violemment. Non, maman, tu ne comprends pas. Ces gens-là ne négocient pas. Ils ne pardonnent pas. Si tu les appelles, ça va empirer. Donne-moi son numéro, Aurore. Elle a fini par sortir son téléphone, tremblante. Elle a cherché dans ses contacts. Karim, poker. Elle m'a montré l'écran. J'ai noté le numéro sur un morceau de papier. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle m'a regardée comme si j'étais folle. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. J'ai tout essayé. J'ai essayé de vendre mes affaires, mais je n'ai rien de valeur. J'ai essayé d'emprunter à des amis, mais personne ne veut me prêter autant. Et toi? Elle a ri amèrement. J'ai cru que tu avais de l'argent, que tu me le refusais par principe. Alors j'ai essayé de le prendre. Et il n'y avait rien. 12 $. C'est tout ce que je valais pour toi. J'ai senti une douleur sourde dans ma poitrine. Pas de colère, de la tristesse. Une tristesse immense. Aurore, tu ne vaux pas 12 $. Tu vaux infiniment plus. Mais l'argent que j'avais, je l'ai donné. Pas pour te punir, pas pour te refuser quoi que ce soit. Je l'ai donné parce que je savais qu'un jour, tu viendrais le chercher. Et je ne voulais pas que notre relation soit fondée sur ça, sur l'argent, sur ce que je peux t'acheter ou ce que tu peux me prendre. Elle a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Sans cet argent, je suis morte, littéralement. Non, sans cet argent, tu es libre de devenir quelqu'un d'autre. Nous avons quitté le café à 10 heures. Aurore m'a emmenée jusqu'à son appartement, dans le 19e arrondissement. Un immeuble gris, des escaliers étroits, une porte qui grince. Son studio était minuscule. Un lit défait, une kitchenette encombrée de vaisselle sale, des cartons empilés dans un coin. Sur la table basse, des factures impayées. Électricité, gaz, loyer, tout était en retard. Comment tu vis, Aurore? Elle a haussé les épaules. Je mange des pâtes. Je vole parfois des sandwichs dans les supermarchés. Je dors mal, mais je survis. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé autour de moi. Cette vie misérable, cette descente. Et j'ai compris que si je ne faisais rien, elle ne s'en sortirait jamais. Elle continuerait à jouer, à emprunter, à fuir, jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse vraiment du mal. Ou jusqu'à ce qu'elle se fasse du mal elle-même. Je vais appeler Karim. Maman, non. Si, et toi, tu vas m'écouter. J'ai composé le numéro. Une sonnerie. 2, 3, puis une voix grave, posée, presque chaleureuse. Allô? Bonjour. Je suis Geneviève Marchand, la mère d'Aurore. Je crois que nous devons parler. Un silence, puis un rire. Pas moqueur, surpris, presque amusé. Madame Marchand, votre fille m'a beaucoup parlé de vous. Enfin, quand elle essayait de me convaincre qu'elle pourrait me rembourser. Je sais ce qu'elle vous doit. 120 000 €. Effectivement. Et je suppose qu'elle vous a dit qu'elle n'avait pas cet argent. Elle ne l'a pas. Et moi non plus. Un nouveau silence. Alors pourquoi m'appelez-vous, Madame Marchand? Pour négocier. Il a ri de nouveau. Il n'y a rien à négocier. Votre fille a contracté une dette. Elle doit la payer. C'est aussi simple que ça. Non, monsieur Karim. Rien n'est jamais aussi simple. Ma fille est malade. Elle souffre d'une addiction au jeu. Elle a besoin d'aide. Pas de menace. Madame, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas un travailleur social. Je suis un homme d'affaires. Aurore savait dans quoi elle s'engageait. Je vous propose un échéancier. 5 000 € par mois pendant 2 ans. Cela vous fera 120 000 €. Vous récupérerez votre argent. Et comment comptez-vous payer 5 000 € par mois? Vous venez de me dire que vous n'aviez pas d'argent. J'ai un appartement à Lyon. Il vaut environ 200 000 €. Je vais le mettre en hypothèque. Je vais emprunter à la banque. Et je vais rembourser.
Un long silence. J'entendais sa respiration. Lente, réfléchie. « Pourquoi feriez-vous ça, Madame Marchand ? Votre fille a essayé de vous voler. Parce que je suis sa mère. » Encore un silence. Puis sa voix, plus douce. « D'accord, j'accepte. 5 000 € par mois. Premier paiement dans 15 jours. Si vous manquez un seul versement, le deal est annulé. Et là, je ne serai plus aussi compréhensif. Vous aurez votre argent. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Aurore me fixait, les yeux écarquillés, incrédule. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Ce qu'une mère fait. J'ai acheté du temps. Mais ton appartement, tu vas le perdre ? Peut-être. Ou peut-être que tu vas m'aider à ne pas le perdre. Elle s'est laissée tomber sur le lit. Elle pleurait silencieusement, les épaules secouées de sanglots. « Pourquoi tu fais ça ? Après tout ce que j'ai fait ?» Je me suis assise à côté d'elle. J'ai posé ma main sur son épaule. « Parce que l'amour ne se mérite pas, Aurore. Il se reçoit. Mais maintenant, tu as une responsabilité. Pas envers moi, envers toi-même. Tu vas arrêter de jouer. Tu vas te soigner. Tu vas chercher du travail. Et tu vas m'aider à rembourser cette dette. Pas pour moi, pour toi, pour redevenir quelqu'un dont tu pourras être fier. » Les jours suivants ont été un tourbillon. Je suis retournée à Lyon pour organiser l'hypothèque. La banque a d'abord refusé. « Vous avez 68 ans, Madame Marchand. C'est un risque trop important. » J'ai insisté. J'ai montré mes relevés de retraite, ma stabilité. J'ai promis que ma fille participerait au remboursement. Finalement, ils ont accepté. 150 000 € sur 20 ans. 5 000 € à rembourser chaque mois. Pendant ce temps, Aurore a commencé une thérapie. Je l'ai inscrite dans un centre spécialisé dans les addictions. 3 séances par semaine. Des groupes de parole avec d'autres joueurs compulsifs. Elle résistait au début. Je n'ai pas besoin de parler à des inconnus. Mais après la première séance, elle est rentrée en pleurant. « Ils comprennent, maman. Pour la première fois, quelqu'un comprend ce que je ressens. » Elle a aussi trouvé un emploi. Rien de glorieux. Caissière dans un supermarché près de chez elle. 8 heures par jour, debout, à scanner des articles, à sourire à des clients indifférents. Mais c'était un début. Un salaire fixe, 1 400 € par mois. Elle m'en donnait 1 000. Le reste servait à payer son loyer et sa nourriture. Moi, j'ai pris un emploi à temps partiel. Cours de soutien scolaire à domicile. Français et littérature pour des collégiens en difficulté. 15 € de l'heure, 20 heures par semaine. 300 € de plus par mois. Ce n'était pas suffisant pour payer les 5 000 € à Karim. Mais avec ma retraite, l'argent d'Aurore et mes cours, nous arrivions à 4 200 €. Il manquait 800 €. Alors j'ai vendu mes bijoux. L'alliance de Philippe, le collier de perles de ma mère, la broche en argent de ma grand-mère, tout ce qui avait de la valeur. Chaque mois, je virais 5 000 € à Karim. Il ne disait jamais merci, mais il ne menaçait plus. Et c'était déjà beaucoup. 3 mois après mon arrivée à Paris, Aurore m'a appelée un soir. Sa voix était différente, moins brisée, presque sereine. « Maman, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute. Aujourd'hui, au groupe de parole, on devait raconter le moment où on a touché le fond. Tu sais ce que j'ai dit ? Non. J'ai dit que c'était le jour où j'ai essayé de te voler. Pas parce que tu n'avais rien, mais parce que je me suis rendu compte que j'étais prête à détruire la seule personne qui m'aimait encore. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. « Et tu sais ce qu'ils m'ont dit ?» Elle a continué. « Ils m'ont dit que le fond, ce n'est pas la pire chose qui t'arrive. C'est le moment où tu décides d'arrêter de creuser. Et tu as décidé d'arrêter ? Oui, grâce à toi. Nous avons parlé longtemps ce soir-là. De tout. De Philippe, qu'elle avait si peu connu. De mon travail, qui m'avait tant éloignée. De ses années en pension, où elle se sentait abandonnée. De ses choix, de mes choix, de nos erreurs respectives. Je ne t'en veux pas, maman. Je t'en ai voulu longtemps. Mais maintenant, je comprends. Tu faisais ce que tu pouvais. Et toi aussi, Aurore. Tu faisais ce que tu pouvais. 6 mois après le début des remboursements, Karim m'a appelée. « Madame Marchand, je voulais vous dire quelque chose. Je vous écoute. »
Vous êtes la première personne à respecter l'échéancier. Sans retard, sans excuse. Vous êtes quelqu'un de bien. Merci. Je voulais aussi vous dire, votre fille a de la chance. Beaucoup de gens auraient à laisser tomber. Une mère ne laisse pas tomber. Il a ri doucement. Pas toutes les mères, Madame Marchand. Pas toutes. Et il a raccroché. Ce soir-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis mon arrivée à Paris. Pas de tristesse, de soulagement, de fierté aussi. Pour Aurore, pour moi, pour nous deux. Nous n'étions pas au bout du chemin. Mais pour la première fois, je voyais la lumière au bout du tunnel. L'hiver est arrivé sur Paris, avec sa brutalité habituelle. Décembre a apporté un froid sec, mordant, qui vous saisit dès que vous sortez du métro. Les rues se sont couvertes de lumière de Noël, de guirlandes scintillantes, de vitrines décorées. Partout, la ville célébrait. Mais pour Aurore et moi, c'était un hiver de labeur silencieux. Je m'étais installée chez elle. Enfin, installée est un grand mot. J'avais posé mon sac dans un coin de son studio. Je dormais sur le canapé-lit qu'elle avait acheté d'occasion. Nous partagions cet espace minuscule avec une complicité nouvelle, étrange. Deux femmes qui réapprenaient à cohabiter après des années de distance. Nos journées suivaient un rythme strict. Aurore se levait à 6 heures pour prendre son service au supermarché à 7 heures. Moi, je me levais 1 heure plus tard, préparais du café, rangeais l'appartement. À 9 heures, je partais donner mes cours de soutien. L'après-midi, je rentrais, préparais le dîner. Aurore rentrait vers 18 heures, épuisée, les pieds douloureux, le dos courbé. Nous mangions ensemble. Puis elle allait à sa séance de thérapie 3 fois par semaine. Les autres soirs, nous restions là, à parler ou simplement à exister côte à côte. C'était une vie simple, presque austère. Mais il y avait quelque chose de réparateur dans cette simplicité. Un soir de mi-décembre, Aurore est rentrée plus tôt que d'habitude. Elle avait le visage fermé, les mâchoires serrées. J'étais en train de préparer une soupe de légumes. Carottes, poireaux, pommes de terre, le genre de plat qui nourrit sans coûter cher. « Ça va ?» j'ai demandé en la voyant s'affaler sur le canapé. Elle a secoué la tête. J'ai croisé quelqu'un du groupe de thérapie, un homme que j'avais rencontré dans un des cercles de jeu. Il m'a proposé de rejouer. Juste une petite partie, disait-il, pour me refaire un peu. Mon cœur s'est serré. Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Rien. Je suis partie en courant. Mais maman, elle a levé les yeux vers moi. J'ai eu envie d'accepter. Pendant 1 seconde, j'ai vraiment eu envie. Je me suis assise à côté d'elle. C'est normal, Aurore. L'addiction, ce n'est pas un interrupteur qu'on éteint. C'est un combat quotidien. Ce qui compte, ce n'est pas que tu aies eu envie, c'est que tu n'aies pas cédé. Elle a hoché la tête lentement. Tu as raison. Mais j'ai peur, maman. J'ai peur qu'un jour, je cède. Et que tout ce qu'on a construit s'effondre. Alors on continuera à reconstruire. Encore et encore. Autant de fois qu'il le faudra. Elle m'a regardée avec une expression que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. De la reconnaissance. De l'amour peut-être. Pourquoi tu es si patiente avec moi ? Parce que pendant des années, je ne l'ai pas été. Et que je rattrape le temps perdu. Noël approchait. Partout dans Paris, les familles se préparaient. Les vitrines des grands magasins débordaient par de cadeaux, de jouets, de décorations. Nous n'avions rien. Pas d'argent pour des cadeaux. Pas de place pour un sapin. Pas de famille à inviter. Juste nous deux. Le 24 décembre, Aurore avait congé. Le supermarché fermait tôt. Elle est rentrée vers 14 heures, les bras chargés de sacs. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé, surprise. « Des courses. Pour ce soir. » Elle a sorti des victuailles du sac. Un petit poulet fermier, des pommes de terre, des haricots verts, une bûche glacée, une bouteille de vin rouge. Rien de luxueux, mais bien plus que ce que nous mangions d'habitude. « Aurore, on ne peut pas se permettre. C'est Noël, maman. Juste pour une fois. » J'ai vu dans ses yeux une détermination nouvelle. Elle voulait faire quelque chose pour moi, pour nous. Alors j'ai accepté. Nous avons cuisiné ensemble. Elle a préparé le poulet. Je me suis occupée des accompagnements.
La petite cuisine s'est remplie d'odeurs réconfortantes. Pendant que le poulet rôtissait, nous avons parlé. De tout et de rien. De nos souvenirs d'enfance, des Noëls passés quand Philippe était encore vivant, des rituels perdus. Tu te souviens, maman, quand papa déguisait la voix pour faire croire que le Père Noël avait téléphoné? J'ai souri. Tu avais 6 ans. Tu étais tellement excitée que tu n'as pas dormi de la nuit. Je savais que c'était lui. Mais je faisais semblant d'y croire parce que ça le rendait heureux. Nous avons ri. Un rire léger, libérateur. Le soir, nous nous sommes installés autour de la petite table. Nous avons allumé 2 bougies. Nous avons levé nos verres de vin. « À quoi on trinque ?» j'ai demandé. Aurore a réfléchi un instant. « Au recommencement. Au recommencement. » Nous avons bu. Le vin était bon, chaleureux. Le poulet était tendre. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose ressemblant à de la paix. Après le repas, Aurore a sorti quelque chose de sa poche. Une petite boîte mal emballée dans du papier journal. « Tiens, pour toi. »« Aurore, on avait dit pas de cadeau. Ouvre. » J'ai déchiré le papier. À l'intérieur, il y avait un cadre photo. Une photo que je n'avais pas vue depuis des années. Aurore, à 3 ans, assise sur les genoux de Philippe. Moi debout derrière eux. Ma main sur l'épaule de mon mari. Nous sourions tous les 3. Une photo prise au parc de la Tête d'Or, un dimanche de printemps. Où tu l'as trouvée? Dans tes affaires. Quand je suis venue à Lyon pour essayer de prendre l'argent. Je l'ai prise. Je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai découvert qu'il n'y avait rien sur les comptes, je l'ai gardée, comme pour me rappeler ce que j'avais perdu. Mes yeux se sont embués. Merci, Aurore. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Nous nous sommes serrés dans les bras l'une de l'autre. Et j'ai compris que nous étions en train de guérir. Pas complètement, pas définitivement, mais lentement, sûrement. Janvier est arrivé avec son cortège de résolutions et de recommencements. Pour Aurore, c'était le début de sa 7e mois de sobriété. C'est comme ça qu'elle appelait son abstinence du jeu. 7 mois sans mettre un pied dans un casino, sans ouvrir un site de poker, sans céder à la tentation. Elle a été promue caissière principale. 50 € de plus par mois. Ce n'était pas grand-chose, mais elle en était fière. Ils m'ont dit que j'étais fiable, que je ne m'étais jamais absentée, que les clients m'appréciaient. Moi, j'avais augmenté mes heures de cours. 25 heures par semaine maintenant. Mes élèves progressaient. Certains me remerciaient, me disaient que grâce à moi, ils avaient retrouvé le goût de lire. Ça me réchauffait le cœur. J'avais oublié à quel point j'aimais enseigner. Mais l'argent restait serré, très serré. Après avoir payé Karim, il nous restait à peine de quoi survivre. Nous mangions des pâtes, du riz, des légumes bon marché. Nous ne sortions jamais. Nous ne nous achetions rien. Chaque euro comptait. Un soir de février, Aurore est rentrée avec une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ma fiche de paie. Mais regarde le montant. » J'ai ouvert l'enveloppe. 1600 €. 200 de plus que d'habitude. Une prime pour les bons résultats du magasin. « Maman, on va pouvoir payer Karim ce mois-ci sans que tu vendes quelque chose. » J'ai souri. « C'est merveilleux, Aurore. » Non, c'est plus que ça. C'est la preuve que ça marche, que je peux y arriver. Elle avait raison. Petit à petit, nous remontions la pente. Mars a apporté un coup dur. J'ai reçu un appel de mon voisin à Lyon, Monsieur Blanchard. « Madame Geneviève, il y a eu un dégât des eaux dans votre appartement. Une fuite du toit. Le plafond de votre chambre s'est effondré. » Mon cœur a bondi. « C'est grave ? Il faut faire des travaux. Rapidement. Sinon, les dommages vont s'aggraver. » J'ai raccroché, sonné. « Des travaux ? Combien ? 5 000 € minimum, d'après les devis que j'ai reçus ensuite. 5 000 € que nous n'avions pas. 5 000 € que je devrais emprunter. Encore !» Aurore l'a appris en rentrant. Elle m'a trouvée assise, les mains croisées, fixant le mur. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai expliqué. Elle est devenue livide. « C'est de ma faute. Si je n'avais pas... » Non, Aurore, ce n'est la faute de personne. C'est la vie. On va trouver une solution. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fait les comptes dans ma tête. Encore et encore. Il n'y avait pas de solution.
Nous étions au bord du gouffre. Le lendemain matin, Aurore m'a réveillée avec une tasse de café. « J'ai une idée. Je t'écoute. Je vais chercher un deuxième emploi. Le soir, après le supermarché. Plonge dans un restaurant, ménage, n'importe quoi. Ça nous fera 1 000 € de plus par mois. En 5 mois, on aura l'argent pour les travaux. » Aurore, tu es déjà épuisée. Tu ne tiendras pas. Je tiendrai, maman. Parce que je te dois bien ça. J'ai voulu protester, mais elle a levé la main. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Et elle l'a fait. Les mois suivants ont été les plus durs. Aurore travaillait de 7h du matin à 22h du soir. Caisse le jour, plonge le soir dans un restaurant de quartier. Elle rentrait brisée, les mains rouges et gercées, les yeux cernés. Elle mangeait debout, se douchait rapidement, s'écroulait sur le lit. Je la regardais et je me sentais coupable. Coupable de l'avoir laissé porter ce fardeau. Coupable de ne pas pouvoir l'aider davantage. Mais elle tenait bon. Et moi aussi. En juillet, nous avions réuni les 5 000 €. J'ai fait venir les artisans à Lyon. Ils ont réparé le plafond, refait l'étanchéité du toit, repeint la chambre. L'appartement était sauvé. Aurore a démissionné de son deuxième emploi. Elle ne pouvait plus. Elle avait perdu du poids. Elle dormait mal. Elle avait des migraines constantes. Mais elle avait tenu. « Tu es fière de toi ?» Je lui ai demandé un soir, alors que nous étions assises sur le canapé, épuisées, mais soulagées. « Oui, pour la première fois depuis longtemps, je suis fière de moi. Moi aussi, je suis fière de toi. » 1 an après le début des remboursements, Karim m'a rappelé. « Madame Marchand, je voulais vous informer de quelque chose. »« Oui, j'ai vendu la créance d'Aurore. » Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que vous ne me devez plus rien. Enfin, vous ne me devez plus à moi. Vous devez maintenant à un fonds de recouvrement. Ils ont racheté la dette pour 70 000 €. Vous leur devez maintenant ce montant. »« Mais nous avions un accord, 120 000 en 2 ans. Et cet accord tient. Mais avec eux, pas avec moi. Madame Marchand, vous avez été exemplaire, vraiment. Mais je suis un homme d'affaires. On m'a proposé un bon prix. J'ai vendu. Il a raccroché. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré de rage, d'impuissance, de désespoir. Nous avions tenu bon pendant 1 an. 1 an de sacrifice, de renoncement, de labeur. Et maintenant, tout changeait. Aurore est rentrée et m'a trouvée effondrée. Je lui ai tout raconté. Elle est devenue blanche. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Nous sommes restées là, silencieuses, perdues. Le lendemain, j'ai appelé le fonds de recouvrement. Un homme froid, administratif m'a répondu. « Madame Marchand, vous nous devez 70 000 €. Nous proposons un échéancier de 1 000 € par mois pendant 6 ans. 1 000 € au lieu de 5 000. C'était énorme. Ça changeait tout. Pourquoi cette réduction ? Parce que nous avons acheté la créance moins chère et que nous préférons un remboursement certain, même réduit, qu'un défaut de paiement. Acceptez-vous ? » J'ai accepté. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé « nous venions de gagner ». Pas complètement, mais nous avions survécu à la pire partie. 6 ans de remboursement, c'était long. Mais c'était supportable. Septembre est arrivé. Aurore a décidé de reprendre des études. Une formation en comptabilité, par correspondance. Je veux faire autre chose, maman. Pas rester caissière toute ma vie. Je l'ai encouragée. Elle étudiait le soir, après son travail. Elle était fatiguée, mais déterminée. Elle avait trouvé un but. Moi, j'ai reçu une lettre de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lyon. Le père Mathieu, à qui j'avais fait un don 1 an plus tôt, m'écrivait pour me remercier. « Grâce à vous, les travaux de la crypte sont terminés. Votre générosité a permis de sauver un patrimoine. Si vous passez par Lyon, venez voir. Vous serez la bienvenue. » J'ai souri. Mon argent avait servi à quelque chose de beau, quelque chose qui durerait. 2 ans après le début de cette histoire, Aurore et moi avons pris le train pour Lyon. C'était un samedi de novembre. Le ciel était gris, mais il ne pleuvait pas. Nous avons marché dans le vieux Lyon, le long des rues pavées que je connais par cœur. Aurore découvrait les Traboules.
les façades Renaissance, les petites cours intérieures. C'est beau, maman. Je comprends pourquoi tu aimes cette ville. Nous sommes montés jusqu'à mon appartement. Les travaux étaient finis. Tout était propre, repeint, restauré. Aurore a regardé autour d'elle. C'est petit, mais c'est chaleureux. Oui, c'est chez moi. Nous sommes allés à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Le père Mathieu nous a accueillis chaleureusement. Il nous a fait visiter la crypte restaurée, les voûtes anciennes, les vitraux réparés, les fresques nettoyées. C'était magnifique. Merci, Madame Geneviève. Vraiment. C'est moi qui vous remercie, mon père, de m'avoir donné l'occasion de faire quelque chose de bien. Nous sommes restés un moment dans la pénombre de la crypte. Aurore a allumé un cierge. Pour papa! J'ai allumé le mien. Pour nous. Le soir, nous avons dîné dans un petit restaurant près de la place Bellecour. Une fondue savoyarde, réconfortante et généreuse. Nous avons ri, parlé de tout et de rien. Et à un moment, Aurore m'a pris la main. « Maman, je voulais te dire quelque chose. »« Oui, merci. Pour tout. Pour ne pas m'avoir abandonnée. Pour avoir cru en moi alors que je ne croyais plus en moi. Pour m'avoir montré ce que signifie vraiment aimer. » Mes yeux se sont remplis de larmes. « Tu n'as pas à me remercier, Aurore. Tu es ma fille. » Je sais, mais je voulais quand même le dire. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que tu ne m'aimais pas. Que tu m'avais abandonnée pour ton travail. Mais maintenant, je comprends. Tu faisais ce que tu pouvais. Et moi aussi. Et aujourd'hui, on fait mieux. Ensemble. Nous avons pleuré toutes les deux. Là, au milieu du restaurant, sous le regard surpris des autres clients. Mais ça nous était égal. En rentrant à l'appartement, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'ai sorti une vieille enveloppe. À l'intérieur, un billet de 12 $. Celui qui restait sur mon compte quand Aurore avait essayé de me voler. Je l'ai montré à Aurore. « Tu vois ça? Les 12 $. Oui, je les ai gardés pour me rappeler d'où nous venons. » Elle a pris le billet, l'a regardé longuement. Puis, elle me l'a rendu. « Garde-les, maman. Ou mieux encore, donne-les à quelqu'un qui en a besoin. Parce que toi et moi, on n'a plus besoin d'argent pour savoir ce qu'on vaut. » J'ai souri. Tu as raison. Le lendemain, en rentrant à Paris, j'ai glissé le billet de 12 $ dans la main d'un homme qui mendiait devant la gare. Il m'a regardé, surpris. « Merci, madame. »« De rien. Faites-en bon usage. » Et j'ai continué mon chemin. Légère, libre. Aujourd'hui, 5 ans après le début de cette histoire, Aurore a terminé sa formation. Elle travaille comme assistante comptable dans une PME parisienne. Elle gagne décemment sa vie. Elle n'a pas rejoué une seule fois. Elle va toujours à ses séances de thérapie, 1 fois par mois maintenant, pour l'entretien. Moi, je suis retournée vivre à Lyon, dans mon appartement rue Mercière. Je donne encore quelques cours, pour le plaisir plus que pour l'argent. Je vois Aurore tous les mois. Elle vient passer le week-end. Nous cuisinons ensemble. Nous nous promenons, nous parlons. La dette est presque remboursée. Plus qu'1 an. Et après, nous serons libres. Vraiment libres. Parfois, quand je suis assise près de ma fenêtre, regardant les toits du vieux Lyon rougir au crépuscule, je repense à tout ce chemin parcouru, à cette femme désespérée qui m'a appelée il y a 5 ans, à cette mère que j'ai été, absente, maladroite, à cette grand-mère que je ne serai peut-être jamais. Mais je pense aussi à cette femme que je suis devenue, une femme qui a appris que l'amour ne se compte pas en euros, qu'il se mesure en présence, en patience, en pardon. Et je pense à Aurore, à cette femme qu'elle est devenue, plus forte, plus sage, plus elle-même. Nous ne sommes pas parfaites. Nous avons encore nos blessures, nos cicatrices. Mais nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. L'autre jour, Aurore m'a envoyé un message. « Maman, j'ai une question pour toi. Je t'écoute. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu referais la même chose ? Est-ce que tu hypothéquerais ton appartement ? Est-ce que tu sacrifierais tout pour moi ? » J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Puis j'ai écrit « Oui, 1000 fois oui, parce que tu en valais la peine. Tu en vaux la peine. Et tu en vaudras toujours la peine. » Elle a répondu « Je t'aime, maman. Moi aussi, mon cœur.
Moi aussi. Et dans mon petit appartement de Lyon, sous les toits qui ont vu passer tant de vies, tant d'histoires, j'ai souri. Parce que j'ai compris que l'amour maternel n'est pas une transaction. Ce n'est pas un calcul. C'est un don gratuit, absurde, magnifique. C'est accepter de tout perdre pour que l'autre gagne. C'est transformer 12 $ en un trésor infini. C'est, simplement, être mère. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le directeur de la banque m'a appelé désespéré. Votre fille est venue ici et a vidé votre compte. Elle a dit que c'était pour une chirurgie d'urgence que vous alliez subir. J'ai simplement répondu. Je vais bien. Elle a essayé de me voler. Mais ne vous inquiétez pas, les comptes n'avaient mené que 12 $. Mais quand ma fille l'a découvert, elle m'a appelé désespérée.